Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo dans un format un petit peu différent. J'ai le plaisir d'accueillir Esteban dans une interview qu'on va mener dans un peu moins d'une heure, hein. On verra un petit peu le temps qu'on y passe. En tout cas, Esteban, c'est pour moi un vrai coup de cœur. Je t'ai rencontré il y a quelques jours à Paris à la Binance Blockchain Week. Et avant de trop rentrer dans le détail, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Merci Jérôme. Alors je me présente, je m'appelle Esteban Arias, j'ai 16 ans, je suis actuellement en première générale et ça fait depuis 2 ans que je suis dans la crypto-monnaie. Alors moi je suis un grand passionné de cinéma, musique, bon, comme vous pouvez le voir un peu dans ma chambre et en fait, il y a 2 ans, je me baladais sur, internet et j'ai regardé un documentaire. Alors pour moi, la crypto-monnaie, comme plusieurs jeunes dont on abordera après, je connaissais vaguement en fait. C'était pas déjà la crypto-monnaie, c'était plus le bitcoin. C'est-à-dire le bitcoin, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'était quelque chose d'internet, mais quelque chose de vague, quelque chose de spéculatif, quelque chose qui rapporte de l'argent. Toutes ces notions-là qui sont vagues, mais qui ont pas des termes précis derrière. Donc, j'ai regardé un documentaire, c'était, je crois un documentaire Arte sur, Satoshi Nakamoto et sur la crypto-monnaie. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a fait accrocher, c'est avant tout, l'aspect psychologique, qu'il y avait derrière, en fait. Dans les années à venir, la société qu'on Alors, allait on, devenir. on va en reparler, Stéphane, dans quelques minutes, juste Ouais, parce que c'est vraiment le cœur de cette interview. Je vais juste, avant tout ça, rappeler un petit peu ce qui, justement, m'a motivé à t'avoir sur ma chaîne. ouais, Je ne veux pas te couper la parole, je vais vas-y, vraiment te laisser. Voilà. Mais développe. vraiment, tu es quelqu'un que j'ai rencontré voilà, un petit peu par hasard. Et quand j'ai échangé avec toi, tu étais avec ta maman à ce moment-là. Ouais, J'ai vu voilà, un jeune garçon qui avait vraiment une connaissance déjà de la crypto-monnaie et une maturité sur le sujet. Et donc, surtout, c'était à Paris lors de la Binance Blockchain Week, pour lequel, justement, on y reviendra aussi tout à l'heure, on va le détailler plus tard, mais juste en touche de mots maintenant, tu as eu aussi la chance d'être interviewé, ou d'interviewer plutôt Sizi, donc ouais, le CEO de mmh, Binance. Voilà, donc tu es quand même quelqu'un déjà avec un certain parcours. On mettra aussi en illustration quelques photos de ces échanges que tu as eu à Paris avec Sizi. Mais voilà, c'est juste pour planter le décor, pour bien comprendre que je te fais venir aujourd'hui parce qu'il y a un vrai contenu à faire sur, mmh, voilà, sur le profil des jeunes, des étudiants. Et toi, tu vas nous raconter tout ça. Avant d'aller plus loin également, juste n'oubliez pas à tous, si vous aimez cette vidéo, le petit pouce habituel de référencement, c'est hyper important. En commentaire, si vous avez des questions sur ce que Esteban va nous dire tout au long de cette heure, voilà, vous les posez. Esteban aura l'occasion de répondre aux commentaires par mon intermédiaire s'il y a des questions qui s'adressent directement à lui. Voilà, ça c'était juste pour le cadre général. Donc, reprenons ce que tu nous disais. Donc, tu nous parlais de ce documentaire, de ce ouais. reportage que tu avais vu sur Arte, sur Satoshi Nakamoto. Mais tu es un des rares jeunes qui est aujourd'hui, à ton sens, intégré comme tu l'es dans la crypto-monnaie par rapport à ton entourage, par exemple. Bah, en effet, c'est ça. En fait, la crypto-monnaie, aujourd'hui, quand on peut le voir dans les médias et que ce soit sur internet, que ce soit par, les chaînes de télé et cetera, la plupart du temps, quand on parle de crypto-monnaie, on va parler de quelque chose qui est très qui concerne beaucoup les jeunes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on demande à quelqu'un dans la rue, ils vont te dire, «Ah, ceux qui connaissent le plus, ça va être les jeunes». Sauf que en fait, c'est un peu une idée reçue parce que quand tu demandes à des personnes de moins de 18 ans: «Qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie?» Ce sont les moins bien informés dessus. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des amis, je leur parle de crypto-monnaie, ils vont me dire, «Ah, c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire comment tu deviens riche, on fait comment, tu as gagné de l'argent?» et cetera, en fait. Il y a une vision, qui est adossée à la crypto-monnaie, qui est très spéculative, très et qui est un peu malsain parce que c'est pas bénéfique pour la crypto-monnaie à long terme. Alors que cette utilisation de la crypto-monnaie, elle va changer notre vie, enfin pour moi. Après, du côté de ma famille, quand j'en parle, j'en ai parlé, d'ailleurs il y a moins de 6 mois à ma tante et pour un peu lui expliquer, essayer de la sensibiliser à ce sujet et bien sûr, on a beaucoup d'idées reçues qui viennent pour la plupart du temps des médias, puisque c'est la source d'information majeure des personnes, aujourd'hui et en fait, on a une sorte de voile qui les sépare, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu beaucoup de préjugés et peu vraiment d'éducation. Et donc, comment ça s'appelle? Le sujet qui a beaucoup été abordé à la Binance Blockchain Week 2022 au Palais des Congrès et par CZ, donc quand on l'avait interviewé et cetera, c'est l'éducation. Le mot qui revient, c'est l'éducation. Je pense que personnellement l'objectif et la clé pour que la crypto-monnaie devienne, nationale, mondiale et que ce soit adopté par tous comme une monnaie du web, ce soit vraiment que tout le monde soit éduqué à ça.
Et ça a eu lieu avec Internet. On avait à l'époque d'Internet des intervenants qui venaient dans les classes faire avec Internet des explications, beaucoup de sensibilisation. Cela dit, toi, tu as toujours connu Internet et tu n'as pas vu l'arrivée de la bulle Oui, Internet. en plus. Mais après, moi, quand j'en parlais avec ma mère, ça m'avait intéressé. Je lui avais demandé, mais comment ça s'est passé finalement le changement avec Internet? Comment cette transition a eu lieu de finalement, je vais pas dire le rien, mais de ligne de code à un endroit où on peut exposer des choses, communiquer, créer des choses. Et je pense que la blockchain, ça va être un peu comme Internet, c'est-à-dire que tout le monde va utiliser la blockchain, mais personne va vraiment savoir ce que c'est, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, mais personne ne sait ce que c'est le protocole TCP/IP. C'est-à-dire que tout le monde utilise Internet en allant sur Instagram, en allant sur les réseaux, mais ils vont pas forcément être full techno, full savoir comment ça marche. Bah là, c'est pareil avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire que moi, ma vision à long terme pour les jeunes, pour les adultes, etc., c'est vraiment tout le monde l'utilise, qui est les bases derrière ça. Et, et en même temps, en fait, que tout le monde soit éduqué à ça, ça va permettre une expansion dans le domaine, en fait. Et alors, quelle est ta culture, entre guillemets, familiale? Qu'est-ce qui t'a amené justement à être dans un profil de technophile, puisque Hmm. dans la catégorie des adolescents, on ne peut pas tous naturellement rentrer dans l'univers crypto. Qu'est-ce qui t'a amené un papa, une maman qui est déjà un peu dans le métier de l'informatique, ou simplement une appétence pour la science, peut-être pour les finances, pour la Hmm. géopolitique, parce qu'en fait, la crypto-monnaie touche, quand on Ouais. s'intéresse au marché financier, on comprend beaucoup de choses, ou on essaye de comprendre beaucoup de choses. Je voudrais comprendre, toi, quel est ton profil qui t'a amené à ça? Alors, je pense, du côté familial, ce qui m'a surtout amené à ça, c'est l'ouverture d'esprit, avant tout. Et je pense que c'est vraiment cette vision de la crypto-monnaie qui va conquérir tout le monde et qui, pour moi, sera le plus répandu. C'est vraiment, en fait, que la crypto-monnaie soit pas forcément quelque chose de financier, quelque chose où, ah, des mecs qui sont dans le trading, etc. Pas forcément quelque chose qui soit pour les full techno, pour ceux qui s'y connaissent beaucoup en blockchain, en web, en code, etc. Mais quelque chose qui soit plutôt, en fait, d'une façon de tous les jours. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu vas sur Instagram. Pour utiliser Instagram, tu n'as pas besoin d'être un full code, tu vois. Et je Mhm. pense que ça va être vraiment cette utilisation-là. Donc, par exemple, pour sensibiliser les jeunes à ça, aujourd'hui, les jeunes, ils utilisent les jeux vidéo majoritairement. Les jeunes, aujourd'hui, ce qui est le plus utilisé par les jeunes, c'est les réseaux sociaux et les jeux vidéo. C'est vraiment ce qui les font consommer, quoi. Quand, par exemple, il y a une nouvelle gamme chez une marque de vêtements qui sort, communication sur les réseaux, communication avec les influenceurs, etc. Et en fait, cette utilisation des réseaux, etc., ben, on a la crypto-monnaie qui arrive. Donc en même temps, avec la venue du métaverse, avec le métaverse, avec Facebook qui aujourd'hui... pour revenir même sur le point du métaverse, le métaverse, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de Ouais, personnes qui ne sont pas ce vraiment... qu'on va faire, ouais, Esteban, après justement, on va recentrer un petit peu parce que la crypto, effectivement, c'est beaucoup de choses. On ouais, voilà, parlera un c'est petit ça. peu tout à l'heure sur ton appétence sur ces différents sujets. Il y a les NFT, il y a le Web3, il y a le métaverse, etc., etc. On, euh, on détaillera un petit peu tout ça dans quelques temps. Je reviens encore un petit peu sur vraiment ta population, ta génération. Euh, Toi-même, par exemple, comment aujourd'hui tu apprends, tu consommes de l'information justement Mm. sur le monde des cryptos. Est-ce que c'est seul dans ton coin ou tu arrives à en partager quand même avec des copains qui sont un petit peu dans le même délire que toi, ou tu te sens plutôt un, un élément assez rare? Ouais. Bah, en fait, je pense que quand j'en parle avec des amis, ce qui... il y a quand même une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, enfin, je sais pas si ce sont personnellement mes amis, mais il va quand même avoir chez les gens qui savent pas vraiment ce que c'est, en fait, une forme même de préjugé, mais une envie de savoir plus. Une envie peut-être que ce soit financier, parce qu'ils ils veulent gagner de l'argent avec ça, mais même une envie de ça, parce que aujourd'hui, tu as les entreprises comme des marques comme Lacoste, des entreprises mondiales comme Facebook, etc., qui s'intéressent à ça. Et les gens, ils se demandent quand même pourquoi ils s'intéressent à ça, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. Donc c'est pour ça que depuis 4 ans, on a beaucoup de vidéos sur ce sujet qui sortent, qui sont éducatives, qui vont essayer d'expliquer comment ça marche.
Et, euh, et Est-ce que donc, tu échanges avec tes amis sur ces sujets? sur ces sujets, en fait, j'essaie avant tout, quand j'échange avec eux, de les sensibiliser à quelque chose qui vraiment est détaché de l'aspect spéculatif, détaché de l'aspect financier, Hmm. qui leur soit vraiment utile plus tard dans cette compréhension du monde qui arrive. Et alors, comment tu vois ton avenir encore en termes à court terme? On va rester pour l'instant sur du court terme. Ouais. Tu disais que tu as 16 ans, donc là, tu es au lycée. Vers quoi tu veux te diriger, par exemple? Toujours pour un petit peu comprendre ton profil avant de rentrer vraiment dans les questions de fond. T'es sur quelle voie? Alors personnellement, moi je vois la crypto-monnaie comme quelque chose à savoir pour comprendre son avenir en fait. Pas vraiment. Donc il y en a qui peuvent aimer la crypto-monnaie et se spécialiser dedans, ensuite faire des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, etc. Mais moi après dans les études que je veux faire, ce serait peut-être école de commerce ou vraiment rien à voir, sciences politiques ou sinon une école de cinéma. Mais c'est vraiment un plus en fait, quelque chose qui va faire partie de notre monde. En fait, c'est quelque chose qui est complémentaire, vraiment. L'univers de la blockchain et de la crypto-monnaie, pour moi, c'est quelque chose qui est complémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, je veux faire une école de cinéma. Et en ayant des notions de blockchain et de crypto-monnaie, c'est complémentaire. C'est comme Internet. Faire des études de cinéma avant l'ère d'Internet et ensuite avec l'expansion d'Internet, ça c'est devenu complémentaire avec la naissance de YouTube, avec un développement de l'audiovisuel. Et moi, en fait, dans cet univers de la blockchain qui arrive, je vois vraiment ça comme quelque chose de complémentaire. Qu'on ait un commerce, qu'on soit dans l'art, avec les NFT, on pourra en parler, qu'on soit dans l'audiovisuel, qu'on soit dans le sport, donc avec Stephen notamment, ou avec d'autres Move to Earn. Et moi, je vois vraiment pas ça dissocié en fait. Par exemple, moi dans mon parcours, comme je te dis, je veux faire des études précises, mais faut pas voir la crypto-monnaie si on veut s'intéresser dedans, se spécialiser dedans et se dissocier des autres. Personnellement, je trouve ça assez complémentaire en fait. D'accord. Et pour finir sur ce sujet un petit peu culture, profil personnel, Mm. les réseaux sociaux que tu utilises, les chaînes de télévision, bon, j'ai des filles qui ont ton âge, je sais comment ça se passe au quotidien à la Ouais. maison avec des adolescents. Deux, euh, bon, la télé, papa, maman, c'est fini, elle se consomme plus comme avant. C'est avant tout les réseaux Mm. sociaux. Quelle est ta part d'utilisation, toi, des réseaux sociaux? Et justement, la qualité des informations crypto blockchain ou comment tu filtres selon tes sources d'informations. Si tu devais donner un ordre, un top 3, on va dire, de tes sources d'informations, en incluant éventuellement les médias traditionnels, comme BFM Crypto, par exemple, qui fournit Mm. aussi du contenu. Tu fais quelle classification pour quelqu'un qui a 16 ans? Alors, en effet, c'est intéressant parce que quand on voit par exemple l'information à la crypto-monnaie par les jeunes de moins de 20 ans, c'est beaucoup via les réseaux sociaux et via les médias du coup. Sauf que sur les réseaux sociaux, il y a un gros problème, c'est que surtout avec les crypto-monnaies, qui est quand même quelque chose de récent, tout le monde en fait peut être un expert un peu. Tout le monde demain peut ouvrir une chaîne, un compte Instagram et se spécialiser dans la crypto-monnaie et donner son avis. Et donc c'est vrai que c'est quand même difficile aujourd'hui pour un jeune qui veut s'y intéresser de, euh, de s'abonner à des comptes Instagram qui donnent leur opinion sur du trading, sur comment faire de l'argent, etc. Alors moi personnellement, je pense que vraiment le fondement, c'est apprendre comment ça marche, la crypto-monnaie. D'où vient cette technologie, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'il y a autour. Donc là, le meilleur truc pour moi, c'est Binance Academy. J'ai énormément appris sur ça. C'est des leçons qui vont de débutants jusqu'à avancés, qui expliquent vraiment les fondements sans avis, en fait. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est souvent donner son avis sur la crypto-monnaie et donner des conseils. Tu vois, c'est-à-dire que des personnes qui vont faire uniquement des vidéos pour dire acheter ça ou acheter ci, pour moi, ce qui compte, c'est que la personne se fasse son opinion et en donnant les informations pour qu'elle le fasse. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de constructif. Donc, ce que fait Binance Academy, les médias, s'ils font de l'explication de la blockchain, du bitcoin, de la crypto-monnaie, etc., c'est très bien. Mais dès le moment où il y a des avis dessus, pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est que la personne se fasse son propre avis une fois qu'elle a compris comment ça marche et qu'est-ce que c'est. De la lecture De la traditionnelle lecture. également? De la lecture Ouais. aussi. De la lecture aussi, mais après, comme je te dis, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment d'experts en crypto-monnaie aujourd'hui. Il y a pas de licence pour devenir professionnel en crypto-monnaie. On peut être professionnel en blockchain,
dans toutes ces technologies, mais être vraiment maître en crypto-monnaie et en expert en crypto-monnaie, c'est quand même quelque chose qui est variable, quoi, qui est pas très sûr. Donc c'est pour ça que moi, je privilégie vraiment comprendre avec Binance Academy, avec des informations, avec des vidéos sur YouTube. Personnellement, en voyant ta chaîne, j'ai tout de suite accroché parce qu'il y avait vraiment une explication qui est à la fois neutre et qui est à la fois explicative, qui, contrairement à certaines personnes sur YouTube où tu vois le titre, le gros titre On ne putaclic, les citera pas. voilà, non, je vais pas citer, mais les gros titres, Ouah, le Bitcoin à 1 million, regardez cette vidéo, etc. Ça, je pense, c'est quelque chose qui ternit l'image de la crypto-monnaie. Et bien sûr, il y Mhm. aura un trait naturel, en fait. C'est comme avec Internet. Quand il y a le début de quelque chose, il y a un trait qui se fait naturellement après. Comme le marché, des crypto-monnaies qui ont disparu depuis 2 ans, il y en a des milliers. Donc, je pense, voilà. Bon voilà, c'était important de poser justement les bases de ta culture, entre guillemets. Tu l'as peut-être dit, je crois avoir retenu 2 ans à peu près que tu es dans les cryptos, Mm. si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais. Donc tu as déjà connu, on va dire, une euphorie de marché. Tu as connu le Bitcoin à 66 000, tu le connais aujourd'hui à l'heure où on parle à 19 000 dollars. Alors on est le 15 octobre 2022. Pour bien ancrer cette vidéo dans la postérité, pour ceux qui la regarderont, allez, dans une décennie. Mais en tout cas, tu as connu justement une phase d'euphorie, une phase actuellement qui est beaucoup plus calme, Mm. euh, frustrante pour certains, c'est la patience. Comment tu te situes là aujourd'hui, à l'heure justement d'une crypto qui range, qui est sans secousse? Pour toi, c'est une bonne période, c'est une période favorable, c'est chiant, t'es impatient que ça reparte vers le haut, ou il faut ces périodes-là justement pour s'éduquer notamment. Bah, justement, j'allais partir sur ça. Aujourd'hui, on vit une période dans la crypto-monnaie comment ça s'appelle? Dans les personnes qui verront ta vidéo, il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, mais quand j'explique ça aux gens, c'est qu'il y en a qui vont dire: «Ah, la crypto-monnaie, c'est de la merde» ou «Ça sert à rien parce que c'est à 19 000, parce que oh regarde, ça a baissé, c'était à 70 000» et en fait, c'est nécessaire. Déjà, c'est nécessaire pour, une adoption de masse, pour une régulation, pour quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se généralise. Parce que quand on a quelque chose qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et bah, ça pète encore plus, en fait. Et ce genre de, période de «purification du marché» entre guillemets, c'est ce qui est nécessaire, en fait, comme la purification d'informations. C'est-à-dire que ça, c'est nécessaire pour purifier vraiment toutes les crypto-monnaies scam, toutes les crypto-monnaies qui sont là juste à but spéculatif, pour les entreprises aussi, qui sont là juste pour faire un business plan, pour ramener de l'argent et ensuite, s'en foutent, quoi. La crypto-monnaie, elle baisse. Mhm. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que c'est les utilisateurs qui payent et pas les entreprises. Donc là, on est dans un marché qui vraiment va renforcer les fondements de la crypto-monnaie, renforcer le Bitcoin, l'Ethereum, leur stabilité économique qui, à long terme, va se stabiliser pour ensuite soit utilisé par tout le monde, en fait. Donc, après, à long terme, euh, au fur et à mesure que ça va être adopté, forcément, ça va monter. Mais pour moi, c'est vraiment ce genre de période, la meilleure période pour s'informer de la meilleure façon, pour euh, pour avoir un avis subjectif aussi sur le marché, pour vivre des expériences. Parce que moi, le moment où j'ai le plus appris dans la crypto-monnaie, c'est en vivant des événements comme la chute du Bitcoin, les informations, l'enchaînement De d'événements avec contexte économique. Meta, voilà, économique, voilà, avec Meta qui se met avec Facebook qui se met dans le métaverse, etc. Tout cet enchaînement d'événements, ça m'a énormément appris et plus que finalement des vidéos parce que c'est dans les moments comme ça, comme on vit en ce moment, qu'on peut vraiment s'éduquer de la meilleure façon et comprendre le marché. Parce que quand le Bitcoin il est à 60 000 et que tu apprends que ah, euh, on peut se faire de l'argent comme ça, on peut se faire de l'argent comme si, t'as pas la vision double de la pièce. C'est-à-dire que tu sais pas vraiment ce que c'est si tu l'as pas vécu quand le Bitcoin il est à 19 000. Donc, Mhm. tu peux pas avoir cette lucidité, voilà, cette lucidité sur le marché que tu peux avoir quand le Bitcoin est à 19 000 ou quand il y a une baisse de la crypto-monnaie.
Alors justement, maintenant, s'il faut rentrer un petit peu dans les usages de la crypto-monnaie, de la blockchain, donc j'entends que toi, au-delà de l'aspect spéculatif, c'est la partie vraiment usage et projet qu'il y a derrière aussi qui t'intéresse, comme bien grand nombre pour ceux qui s'y connaissent. Euh, Qu'est-ce qui te fascine le plus ou ton appétence, elle est plus dans quel registre? Donc, il y a des grandes familles dans la crypto, les Ouais. métaverses, puisque tu en parles depuis tout à l'heure. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment convaincant, on va dire ça comme ça. Il y a les NFT qui ont eu aussi leur Ouais. période. Il y a la DeFi, c'est la finance décentralisée. Là, on est peut-être sur un registre peut-être qui nécessite des ressources qu'un jeune de 16 ans n'a peut-être pas pour vraiment aller sur ce volet-là. Et il y a la partie paiement de main en crypto-monnaie qui peut être un avenir justement et un usage principal de la crypto. Le Web3 qui est la décentralisation du web, l'appartenance des données à l'utilisateur et non pas au groupe qui héberge le site internet sur lequel on va consulter et enrichir, etc. etc. Toi, tu es plus voilà, dans quel sujet qui t'intéresse le plus? Tu as le droit de me dire Alors, tous. alors pas de problème, mais pour moi, la crypto-monnaie, c'est, par exemple, tu parlais de la DeFi, des NFT, du Metaverse, etc. Il y en a beaucoup qui disent, qui ont cette vision de ah, la crypto-monnaie va remplacer le fiat, la crypto-monnaie va être la monnaie mondiale, la monnaie de tout, la monnaie qui va remplacer l'euro, le dollar, etc. Pour moi, c'est vraiment, aujourd'hui, on a un nouveau continent qui apparaît, qui est Internet, qui existait déjà, mais qui se construit. On voit, il y a eu la création, le Web 1 d'Internet, le Web 2 qui était la possibilité de créer quelque chose dessus, du contenu, YouTube, de la musique, créer quelque chose en fait sur cette terre vierge finalement, planter des choses, construire. Et ensuite, on a vraiment, avec le Web 3 du coup, la propriété sur ce continent finalement, la possibilité, grâce à la technologie NFT, la blockchain, de vraiment donner une valeur aux choses finalement sur Web 3.0. Parce que quand tu demandes par exemple à quelqu'un qui a dans la cinquantaine, soixantaine, qui ne se connaît pas trop, ils vont dire oui, c'est du digital, je ne peux pas toucher, ça n'a pas de valeur, c'est des codes, c'est des pixels. Et c'est avec le Bitcoin, avec la crypto-monnaie, avec la blockchain, ça a résolu ce problème-là de valeur sur quelque chose qui finalement n'est pas tactile. Après, moi, quand tu me demandes dans quelle vision je m'intéresse de la crypto-monnaie, NFT, DeFi, etc., pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est aussi une vision du monde à long terme. Parce que là, on rentre dans un monde qui est digitalisé. On a une démission des gens de leur travail. On a aujourd'hui des réseaux qui sont utilisés par tout le monde, tout le temps, quotidiennement, de plus en plus. On a le travail depuis chez soi. On a euh, la communication sur les réseaux sociaux, on a tout ça. Donc on va avoir quand même un monde qui est de plus en plus digitalisé, numérisé, de moins en moins de contact entre les gens. Et par exemple, du coup, pour revenir sur le métaverse, la notion que je voulais préciser tout à l'heure, c'est que, d'ailleurs, chez la Binance Blockchain Week, c'était un cadre de Chapel qui l'avait expliqué, c'est que le métaverse, on y est déjà. Le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est la communication entre des personnes qui n'est pas physique. Et on y est Ce que déjà. l'on est en train de Même faire aujourd'hui. voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là, on est en métaverse. Peut-être demain, ce sera avec des emojis, des personnages. Et en Des fait, casques on de y est réalité déjà. augmentée qui vont venir en surcouche dans un Bah monde voilà, c'est ça. un peu Avec la customisé. réalité augmentée. Quand tu vois, par exemple, sur Instagram, c'est déjà le métaverse. Tu as une photo de profil, tu as la possibilité de parler. Après, ils ont mis les vocaux, donc tu peux parler en vocal à quelqu'un qui n'est pas avec toi, avec la voix. Tu as la possibilité également qu'Instagram a mis de faire un avatar Instagram qui avait déjà fait Snapchat. Donc déjà, le début de pouvoir se faire une identité sur, sur Internet, qui est quand même quelque Sauf que chose là, pour bien d'incroyable. expliquer, ce que tu décris là, c'est encore du Web 2 néanmoins. Même si on est dans une transition métaverse, on est encore dans du Web 2 parce que tout le contenu qu'on publie là aujourd'hui sur YouTube Mm. ou quand on enregistre et qu'on envoie sur les réseaux sociaux, la valeur ajoutée de la donnée, on a tendance à dire, si c'est gratuit pour l'utilisateur, c'est que c'est nous le produit. Du coup, tout ce Voilà. contenu que l'on crée ne nous appartient pas et on ne peut pas le valoriser. Donc, on est encore dans le Web 2, on n'a pas encore fait cette transition vraiment Web 3, même s'il y a un semblant de métaverse qui se Mm. dessine. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Bah justement, j'allais
enchaîner sur ça, sur cette transition qui arrive petit à petit du Web 2 au Web 3. C'est que, comme tu dis, que tu donnais l'expression que quand quelque chose est gratuit, c'est nous qui sommes C'est nous le l'utiliser, produit. finalement, le produit. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que pour moi, aujourd'hui, ce qui va arriver avec notamment les move turn, etc., c'est faire quelque chose dans notre vie de tous les jours, faire travailler, marcher, acheter, faire quelque chose qui va nous ramener quelque chose. C'est-à-dire finalement avoir un rendu de ce qu'on en donne. Et ça va le permettre grâce à la crypto-monnaie. Par exemple, je te donne un exemple. Demain, le futur, tu travailles chez toi avec le développement du télétravail, etc. Tu fais quelque chose que t'aimes. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de démissions, parce que les gens aiment de moins en moins peut-être leur travail. Il y a de plus en plus de complications dans le choix des métiers, etc. Donc finalement, faire ce qu'on aime et être rémunéré par ça. Donc cette façon de rémunérer, ce sera, je pense, la crypto-monnaie, parce que ce sera quelque chose de digital. Mais vraiment, une vision à long terme, où on travaille, où on fait quelque chose de quotidien, on fait ce qu'on aime, et finalement être payé pour ce que l'on fait. Tu vois? C'est-à-dire que tu utilises les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, tu peux avoir une rémunération avec des tokens. Et cette rémunération, tu peux ensuite la réinvestir. Donc après, c'est un monde qui est un peu triste pour certains et bénéfique pour d'autres, parce que c'est un monde où on est scotché sur cet univers-là, finalement déconnecté de la réalité. Mais vraiment une utilisation où nous sommes le produit, où nous sommes la personne qui comment dire, qui crée tout ça, qui crée ces données, mais on est rémunéré d'une certaine façon avec. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, Est-ce que tu es sûr que le Web3, oui, oui, moi, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Après, avons-nous la certitude que ces promesses décentralisées seront vraiment décentralisées? Est-ce que la récompense que l'on aura ne sera pas encore une fois conditionnée à des choses qui valoriseront l'éditeur de la solution qui nous est mise à disposition? Voilà, la décentralisation, c'est un mot important. C'est quelque chose à laquelle on a envie de s'attacher quand on découvre l'univers de la blockchain. Quand on parlait de Meta tout à l'heure, qui est ouais. le métaverse programmé, proposé par Facebook, on peut quand même s'interroger, c'est une vision personnelle et on peut en débattre 3 minutes. Voilà, moi je ne suis pas certain, si tu veux, que le métaverse proposé par Mark Zuckerberg sera complètement décentralisé. Il y aura certainement des technos justement derrière qui s'appuieront sur vraiment de la partie blockchain, mais sans aucun doute. Mais il faut quand même garder un petit peu cette. Enfin, moi j'ai encore besoin d'observer et de voir comment tout ça va se mettre en œuvre chez les uns et chez les autres. Tu es d'accord? Mm. Bah, je suis d'accord. Après, l'évolution, regarder l'évolution des choses, c'est quelque chose qui est compliqué de prédire qu'est-ce que va être. Après, la centralisation de la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est envisageable parce Mm. qu'on le voit même en ce moment, les pays qui font leur propre crypto-monnaie qui est stable, etc. Donc, une centralisation, que ce soit, donc, comme tu dis, du métaverse, etc. À la fois, oui, mais à la fois non, parce qu'il y aura une utilisation mondiale. À la fois, euh, c'est quelque chose qui, quand on parle des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est à la fois centralisé, mais à la fois quelque chose qui est aussi décentralisé, parce que la communication entre les personnes, elle reste quand même décentralisée. Oui, l'échange des informations, elle est centralisée, ça passe par des bases de données, etc. Mais cet échange, il est quand même entre personnes à travers le monde, entre tout le monde. Demain, tu peux envoyer à n'importe qui un message, une photo, une vidéo, etc. Donc, après, quand je parle de la blockchain, c'est vraiment, je parle aussi de la propriété sur Internet. Donc la propriété de soi, d'une identité, la propriété de quelque chose, etc. Donc, sur cette piste-là, à long terme, c'est à voir. À voir. Mais en tout cas, le monde qui arrive, pour moi, c'est un monde très digitalisé, très numérisé, dans moins en moins de contacts, de plus en plus d'échanges. Et pour moi, la solution à cet échange, c'est la blockchain et la crypto-monnaie. Et est-ce que tu as des blockchains de prédilection? Bon, on parlait de forcément ta source. Si c'est la Binance Academy, il y a peut-être derrière une blockchain qui peut faire référence ou qui sort là-dessus derrière souvent. Mais est-ce que tu t'intéresses justement aux multitudes des blockchains qu'il y a? Puisque rappelons à ceux qui sont peut-être un peu des débutants dans cet univers, il existe plusieurs blockchains, hein, il n'y en a pas qu'une.
On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais voilà, est-ce que tu as une vision là-dessus, sur cet écosystème des différentes blockchains? Alors, pour moi, ce qui est compliqué à la fois, c'est que, par exemple, une entreprise, quelqu'un qui arrive dans ce marché de la crypto-monnaie et dit: «J'ai un écosystème à vous donner, j'ai une blockchain à vous donner». C'est c'est quand même quelque chose d'assez compliqué parce que, des personnes qui se disent, mieux qu'Ethereum, mieux que Bitcoin, aujourd'hui, tu en as plein. Mais qui est des blockchains qui tiennent à long terme, il y en a peu. Donc c'est pour ça que je vais pas trop m'avancer. Après, on peut en avoir, des prédilections, Hmm. celles qu'on préfère et cetera. Mais pour moi, le Bitcoin et l'Ethereum, c'est les fondements vraiment de cette évolution qui arrive. C'est vraiment les fondements. Donc après, on peut s'intéresser à la technologie qui va avoir derrière, une blockchain, un écosystème, un coin et cetera. Ça va être vraiment particulier. Par exemple, que ce soit dans un milieu où tu t'intéresses au sport, donc là, avec l'exemple de STEPN, tu peux t'intéresser à STEPN, au GMT et cetera. Tu t'intéresses au cinéma, j'avais vu également en France, le développement de Clapcoin pour, investir dans l'audiovisuel. Donc on peut s'intéresser à tout ça, mais le fondement, on va dire la terre qui repose pour faire pousser les plantes, c'est quand même le Bitcoin, l'Ethereum, ces écosystèmes fondés qui ont vécu plusieurs baisses, plusieurs chutes, qui, eux, ont survécu à cette purification, tu vois? C'est-à-dire que là, la Hmm. purification, entre guillemets, qu'on vit en ce moment, ça permet de d'effacer toutes ces écosystèmes, ces pseudo-blockchains qui se disent révolutionnaires et qui au final sont là juste pour amasser de l'argent. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention. Alors, je voudrais t'amener vers un nouveau sujet ou un sujet complémentaire à tout ça, parce que là, on évoque de la blockchain, le sport, hein, c'est toi qui m'en parles. Après, voilà, il y a le cinéma, il y a la culture, il y a l'art, les NFT, rappelons-le, hein, il y a des NFT qui sont des collectionnables, donc on a une transposition de ce qui vont être des œuvres physiques, où on a la même logique dans l'art digital avec les NFT qui sont des collectionnables. Moi, je voudrais t'amener vers l'univers un petit peu du jeu vidéo, parce que je sais que les jeunes sont aussi beaucoup dans le jeu vidéo, que ce soit sur des consoles et à la Ouais. papa-maman, ou bien voilà, dans d'autres types de devices, de supports. Mais Mm. qu'est-ce que toi, tu vois dans le jeu vidéo pratiqué par les gens de ta catégorie et quel lien peut-on faire avec la crypto aujourd'hui et comment tu vois l'avenir dans le gaming blockchain? Bah, justement, c'est très intéressant parce que c'est justement ce que j'allais amener dans comment finalement, parce qu'on a parlé quel était le problème de la crypto-monnaie, le fait que ce soit quand même quelque chose qui soit très visé au niveau de l'âge et au niveau des catégories sociales. Par exemple, quelqu'un on va dire, tu prends un agriculteur et tu prends quelqu'un qui est ingénieur. L'ingénieur en tech va plus s'y connaître en crypto-monnaie que l'agriculteur. Donc, finalement, le problème donc là, du milieu social et donc le problème de l'âge, pour résoudre le problème de l'âge, par exemple, des moins de 24 ans, du coup, la solution, on a parlé des réseaux sociaux et vraiment l'autre solution pour moi, c'est les jeux vidéo de manière divertissante. C'est-à-dire qu'à la Binance Blockchain Week, je ne sais pas si tu avais assisté à la conférence du CEO de Ubisoft, c'était vraiment super intéressant parce que c'est évidemment le problème à la fois de confiance qu'il y a avec l'entreprise et la crypto-monnaie. Une entreprise comme un géant comme Ubisoft, demain qui se lance dans la crypto-monnaie, ça ferait un tremblement de terre, ce serait quelque chose, c'est pas rien. C'est pour ça que les entreprises, des fois, peuvent avoir quelques doutes. Et euh, à la fois, du côté des jeunes, ce serait quelque chose qui va être vraiment très bénéfique et qui va permettre la généralisation de la crypto-monnaie. Parce que, par exemple, tu prends le jeu Fortnite. Fortnite qui, aujourd'hui, est un jeu, bon, je ne sais pas si je vais le représenter, où tu peux jouer un Battle Royale, etc. Et dans ce jeu-là, tu as une économie. Tu as l'économie avec la monnaie qui est le V-Buck, où tu peux acheter des cosmétiques, des cosmétiques, des armes, non, enfin, tout ce qui est cosmétique finalement, comme s'acheter des habits. Moi, le monde que je vois plus tard, c'est un monde où ces V-Bucks-là sont remplacés par la crypto-monnaie, le token de l'entreprise, soit utilisé par tout le monde. Donc, ça permet une gouvernance à l'entreprise au niveau économique, à la fois la technologie NFT qui sont intégrées, c'est-à-dire une propriété dans les skins qui va rajouter de la valeur, de l'engouement chez les personnes. Et Dieu sait, les personnes de mon âge
dans les jeux vidéo, dès qu'il y a un jeu vidéo qui arrive, c'est je veux le truc le plus rare, je veux le truc le plus unique, je veux le meilleur, je veux celui que personne n'a pas. Donc ce Finalement, une concept, reproduction de la vraie vie. c'est ça. Ce concept, il existe déjà dans le jeu vidéo avec le principe de Mm. rareté, le principe d'économie qui tourne autour de ça. Sauf que les jeux aujourd'hui ne le pratiquent pas encore sous le format blockchain NFT. Mm. C'est ce que Et tu à me la dis. fois, non, parce que, par exemple, on voit aussi, il y a aussi un problème qui est fait, c'est beaucoup de hacking, beaucoup de faux comptes. C'est pour quelqu'un qui s'y connaît en code et qui s'y connaît vraiment bien et qui a envie, peut avoir ce qu'ils veulent sur un jeu vidéo. Donc après, il y a des anti-cheats qui vont résoudre ça. Mais à la place des anti-cheats, cette technologie-là serait pour moi peut-être plus efficace pour répondre à ce problème de tricherie et tout. Pour un jeu en mode histoire, un jeu qui n'y a pas de communication, on va dire, entre les joueurs en ligne, tu peux faire ce que tu veux. Demain, tu prends par exemple un jeu comme GTA, en mode histoire, tu peux avoir ce que tu veux. Il y a plein de vidéos de rôle sur Internet qui ont des trucs cachés, etc. Et en fait, c'était un peu le défaut aussi que les personnes reprochaient à Internet, aux jeux vidéo, etc. C'est que ça reste des lignes de code, il n'y a pas vraiment de propriété. Donc cette notion de propriété, l'intégrer aux jeux vidéo, ça rendrait vraiment, pour les jeunes en tout cas, pour moi, c'est vraiment le centre de l'attirance pour les jeunes dans les jeux vidéo. Et est-ce que tu vois justement des jeux vidéo dont tu parles, tu as parlé de Fortnite, de GTA, et ceux que vous avez l'habitude d'utiliser, est-ce que tu vois justement quand même une transition s'opérer? Est-ce que tu parlais d'Ubisoft là, qui était à Paris récemment, mais vraiment les éditeurs de jeux vidéo sont dans la voie de la transition Web3. Est-ce que tu l'affirmes ça ou pas? Alors, pour moi, déjà, que ce soit dans le jeu vidéo ou pas, toutes les entreprises s'intéressent au Web3 aujourd'hui, ont une offre d'emploi qui est énorme pour le Web3. Et toutes ces entreprises, ont en tout cas, bénéficient à s'intéresser au Web3, à recruter des gens qui soient pour, qui soient informés pour et qui leur permettent de switcher sur ça. Alors, des entreprises qui sont déjà dedans, à ma connaissance, Ubisoft, je vais pas m'avancer sur ça, mais pas encore. En tout cas, leur présence à la BNS Blockchain Week suggère qu'il va avoir un avancement dans ça. Après, dans des jeux qui sont déjà dans l'univers de la crypto-monnaie, on peut avoir Axie Infinity. On peut avoir Mhm. également un jeu que j'ai beaucoup aimé qui était sur téléphone et qui là vraiment euh, mettait une forme, comment ça s'appelle? Une sorte de laboratoire pour des prochains jeux qui pourraient arriver. Par exemple, Brawl Stars, je ne sais pas si tu connais, c'est un jeu qui a sur Non. mobile, qui est en gros un Battle Royale mais mobile, qui est très connu. Et en fait, il y avait une sorte de jeu, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais les gens qui connaîtront, ils sauront. C'est en gros le même jeu. Ils pourront le mettre en commentaire, hein, ça nous Voilà, ils pourront permettra le d'avoir mettre le en nom. commentaire. C'est le même jeu de Brawl Stars, vraiment, avec des personnages différents, avec un système de crypto-monnaie, un système d'achat de boîtes, de valeur des personnages, de skins, etc. Et quand tu joues, en fait, quand tu joues à ce jeu-là, ça va te rapporter et te rémunérer, en fait. Et ça, c'est vraiment la clé du futur, chez les jeunes adultes, chez les personnes qui aiment le jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est une place ultra importante. On peut le voir aujourd'hui, c'est plus que pour les jeunes ou que pour les nerds. Beaucoup de gens y jouent, aux jeux vidéo. Et en fait, ces rémunérations, ce sera la clé. C'est-à-dire que tu as des gens, aujourd'hui, quand ils vont au travail, ils disent oh putain, il me reste 2 heures avant que je rentre chez moi. Et tu as des gens, en fait, ils jouent, ils travaillent, pardon, ils travaillent pour gagner de l'argent. Donc, il y a un problème de est-ce que j'aime mon métier ou pas. Alors qu'il y en a qui jouent aux jeux vidéo pendant des heures, des heures, des heures, des heures, et qui se disent pas, ils sont pas rémunérés, et ils se disent pas, tiens, oh là là, je joue trop. Ils jouent pour leur Mhm. plaisir. Et en fait, le fait que ce plaisir soit converti en rémunération est la clé du travail de demain pour moi. C'est que vraiment ce plaisir soit rémunéré et donc à la fois soit bénéfique pour les entreprises. Parce que le rêve idéal d'une entreprise, c'est quelqu'un qui travaille sans s'arrêter et pour son plaisir et qui ne soit pas obligé de travailler. Et donc on retrouve vraiment cette notion dans le jeu vidéo de beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo finalement par plaisir sans s'arrêter, qui peuvent jouer des nuits entières sans être rémunérés. Et en fait, le fait que le jeu vidéo ait un système Et là, tu te dis, économique. ils perdent leur temps, quoi. Là, tu te dis ça. Voilà, c'est ça, il y en a, ils jouent aux jeux vidéo tous les jours par plaisir, sans vraiment rien. Et que ce plaisir-là, des mecs qui jouent à fond, etc., soit rémunéré, que tu fidélises en même temps tes joueurs, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, quoi. Le problème de ça, c'est que ces joueurs-là ne savent pas qu'il y a l'existence d'un jeu vidéo Web3 qui peut les amener vers de la Mm. rémunération.
Après, la complexité, c'est qu'il faut aussi leur expliquer ce qu'est un wallet électronique, qu'est-ce qu'un token, comment ça va transiter d'un endroit à l'autre. Comment tu penses que ce public-là, voilà, qui n'est pas à nous écouter aujourd'hui, va pouvoir être, c'est par le biais de grosses entreprises justement qui vont désacraliser des jeux comme Fortnite et les amener vers. C'est ce genre de tremplin. Bah, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois par exemple les jeux dans le Web3 qui existent déjà, ou les jeux qui n'utilisent pas le Web3, on a d'un côté, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des entreprises de jeux vidéo qui sont dans le Web3 qui sont quand même peu compétentes dans le jeu vidéo et qui sont plus dans la crypto-monnaie en fait. Et vraiment, ce qui serait donc utile, ce serait des entreprises du coup comme Ubisoft qui soient compétentes dans le milieu du jeu vidéo, qui est vraiment un background, quelque chose qui est vraiment une identité dans le milieu du jeu vidéo qui soit expérimentée, et à la fois une expérimentation, devenir expert dans le milieu de la finance décentralisée, de la crypto-monnaie, etc. Et pouvoir fusionner ces deux connaissances pour faire quelque chose qui soit vraiment bien. Parce que là, quand je te citais les jeux du Web3, etc., c'est des jeux qui utilisent la crypto-monnaie, mais ce ne sont pas non plus des bons jeux, en fait. C'est aussi ça le problème. Mais demain, un bon jeu, du coup, comme Fortnite, ou des jeux qui sont utilisés par tout le monde, qui utilisent cette technologie-là, ce sera, pour moi, pas une révolution, c'est une révolution pour le milieu du jeu vidéo. Et alors, du coup, j'enchaîne. Est-ce que tu penses que les gens, une fois qu'ils auront fait la mutation du Web 2 Web 3 par le biais du jeu vidéo, puisque c'est le jeu vidéo et l'éditeur Ubisoft, par exemple, qui les a amenés vers ça, naturellement, ces utilisateurs-là vont continuer à s'intéresser justement au sujet et aller s'expandre vers d'autres sujets de la crypto. Bah, après, pour moi, ce sera plus une utilisation, donc une utilisation nécessaire, c'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser parce que le système de gouvernance économique, de la propriété sur internet, elle est nécessaire pour les entreprises et pour les utilisateurs qui le savent ou non. Donc après qu'un utilisateur joue à son jeu vidéo et qu'ils ne savent pas que c'est la technologie blockchain qui est derrière et qu'ils ne savent pas comment marche la blockchain et qu'il faut envoyer d'un wallet à l'autre, c'est pas vraiment utile en fait. Ce qu'il va voir, c'est juste qu'il a un wallet avec à l'intérieur des tokens et que ces tokens-là, il va pouvoir les envoyer à des amis, les recevoir. Ou des Ces NFT. tokens-là, voilà, des NFT, et que ces tokens-là, il va peut-être pouvoir ensuite acheter sur Amazon avec ces tokens, faire quelque chose. Et en fait, finalement, c'est un monde où le plaisir rémunéré va pouvoir ensuite acheter d'autres choses, en fait. Donc vraiment, être heureux dans ce monde-là. On va tout à l'heure, je te poserai une question, mais je me la garde pour tout à l'heure, pour rassurer certains peut-être qui se demandent, mais Esteban, est-ce qu'il a une vie en dehors des écrans? On va se la garder pour après, ça sera peut-être le mot de la conclusion. J'enchaîne Esteban. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur, parce que là ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, je Ouais. voudrais qu'on arrive à tenir l'heure et pas plus. Est-ce que il y a d'autres sujets justement qui te passionnent sur la crypto parmi ce qu'on n'a pas encore évoqué, que tu t'étais peut-être noté dans ce que tu voulais dire aujourd'hui? Alors moi, comme toi tu dois en avoir, comme moi, comme tout le monde, j'ai une grande passion dans le cinéma, dans la musique, etc. Et dans ce milieu du coup de l'art, pour rejoindre aussi les NFT, j'ai vu que Quentin Tarantino avait fait une collection de NFT. Et pour moi, cette façon de financer le cinéma avec la crypto-monnaie, c'est vraiment le futur. Parce que euh, je ne sais pas si les personnes connaissent Clapcoin. Ça fait très peu de temps que j'ai connu ce projet, mais qui est pour moi très intéressant par la fille de Claude Lelouch. Et en fait, c'est vraiment le problème aujourd'hui dans le cinéma, c'est le financement des films. On a plus de 75% des films, 75% aujourd'hui des films qui sont créés qui ont des budgets de moins de 100 000 ou 1 million d'euros par des réalisateurs qui sortent d'école. Et en fait, financer ces projets-là, c'est aujourd'hui compliqué parce que il peut avoir une forme aussi de censure si le producteur ne veut pas que tu mettes ça dans ton film. Donc il y a moins aussi de liberté dans le cinéma finalement. Hop. Et il y a aussi moins de liberté du coup dans le cinéma. Et le fait de financer via la crypto-monnaie un projet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur les personnes, et qui en même temps laisse la liberté aux réalisateurs et aux personnes qui font part de ce projet de faire ce qu'ils veulent, donc comme les launchpads finalement. Le fait de financer un projet et qu'ensuite ça nous rapporte une contribution à ce projet. Donc par exemple, tu finances un projet de cinéma, et ben tu auras des NFT de ce projet.
que ce soit une affiche de film en NFT, que ce soit etc. Donc après, ça remet de la valeur économique, de pouvoir revendre l'affiche de cinéma plus tard. Waouh, regarde, j'étais à l'avant-première de ce film-là, etc. J'ai le NFT de ce film. Donc, donc vraiment, le financement d'un film via la crypto-monnaie, c'est pour moi un futur, pour la liberté des réalisateurs, pour les productions, pour une diversité dans les films, pour que des films à gros budget naissent aussi, des films à petit budget, pour laisser vraiment place à tout le monde, réalisateurs diplômés, petits réalisateurs, vraiment tout le monde. Je fais une parenthèse de 30 secondes. On est hors blockchain, hors crypto. Est-ce que toi, Esteban, 16 ans, tu regardes encore la télé à l'ancienne, en allumant la chaîne, en regardant le programme télé, en te disant, voyons, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va démarrer dans un quart d'heure pour regarder les infos aussi peut-être, ou ça, c'est complètement zappé. Aujourd'hui, vous êtes que sur du contenu smartphone, Netflix, YouTube. Dis-moi. Bah, ma génération, aujourd'hui, on regarde plus la télé pour les news. La vraie télé. Voilà. La D'accord. vraie télé, oui. La vraie télé pour les news, les chaînes, BFM TV, CNews, ou etc. Pour vraiment avoir l'actualité. Ah, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Et même, on va pas le faire volontairement, en fait. Souvent, c'est la télé qui est allumée, tu regardes, tu vois ce qui se passe, etc. Tu as un esprit critique sur ce que tu vois à la télé. On va pas débattre, on va pas rentrer dans la polémique, mais Ouais. est-ce que tu as une prise de recul quand même qui peut se faire sur ce qui passe comme ça à la télé? La Bah, télé qui alors vient à moi, toi, comme tu dis. j'ai plus une prise de recul sur tout ce qui est transmission de l'information. C'est-à-dire que moi, je vais plus être du parti à me renseigner sur un sujet, à apprendre comment le sujet est fait, de quoi, beaucoup plus de nuances, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il manque un peu aussi de nuances dans l'information, des informations des fois qui peuvent être très manichéennes. Et moi, je suis plus d'avis que ce soit dans la compréhension de la crypto-monnaie, que ce soit dans la compréhension d'une information, d'un sujet, d'un débat, etc., d'avoir vraiment un recul sur ces choses-là, de comprendre tout le point de vue, l'ensemble, et se créer sa propre opinion. Parce qu'aujourd'hui, ingurgiter une opinion toute faite sans vraiment rechercher ce qu'il y a derrière, pour moi, c'est pas la bonne chose à faire. Que ce soit sur la crypto-monnaie, que ce soit sur l'information à la télé, etc. La crypto-monnaie, si tu te fies à regarder ce youtubeur-là, il dit ça, euh, je vais apprendre que lui, je vais dire ce qu'il pense, je vais faire voilà, voilà tout ça. Non, il faut Alors ça, regarder c'est le plusieurs gourou et la youtubeurs. secte. Voilà, c'est la secte. Et ça, c'est vraiment pas trop. J'aime pas trop ça. Mais non, vraiment, regarder plusieurs youtubeurs, s'intéresser, avoir un youtubeur de prédilection, que ce soit toi ou autre, et, et vraiment avoir un avis global sur le sujet, en fait. Et c'est aussi ce qui est compliqué à développer. Mais Bien sûr. comprendre le sujet dans son entièreté, comprendre comment ça marche. Parce que la vie n'est pas tout blanc ou tout noir. Bien sûr, exactement. C'est pas binaire, même si on parle que de ça depuis tout à l'heure. Alors, je vais te proposer qu'on termine allez, sur ces 10-15 dernières minutes. Je voudrais revenir quand même sur le fait que tu aies été retenu pour aller interroger Ouais. Sisi. C'était quand même un bel événement pour toi. Et, euh, et j'ai suivi ça quand même, malgré tout, même si j'étais occupé sur un salon. Peux-tu nous raconter déjà qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as concouru à quelque chose pour avoir la chance de passer un peu de temps à Sisi? Et qu'est-ce que tu as eu l'occasion de lui demander? La réponse qui t'a été faite. On remettra, si tu m'y autorises, je crois que tu m'as dit oui, quelques photos d'illustration et peut-être un lien Ouais, vers des médias qui sont disponibles pour que les gens un petit peu voient ce que tu as fait. Mais vas-y, raconte-nous un petit peu cet épisode. Alors, ça a commencé un mois avant que la Binance Blockchain Week ait lieu. Quand ils ont annoncé ça, je me suis dit l'année dernière, c'était l'année dernière ou À l'année Dubaï. d'avant, je crois que c'était l'année dernière, c'était à Dubaï. Et pour moi, vraiment rencontrer des gens qui sont dans ce milieu, heu, discuter avec eux, pouvoir avoir un ensemble d'avis. J'ai rencontré des gens très intéressants qui m'ont apporté leur avis, qui soient négatifs sur la crypto-monnaie. Il y en avait qui avaient des avis qui étaient négatifs et mais qui avaient une vision lucide aussi de la crypto-monnaie. D'autres qui avaient vraiment, des voilà, une pluralité, d'avis, d'opinions et pouvoir communiquer, que ce soit hors, des écrans. Donc quand j'ai vu qu'il allait y avoir la Binance Blockchain Week à Paris, sachant que je suis à Bordeaux, je me suis dit, il faut que je saute sur l'occasion. Du coup, je me suis préinscrit pour savoir quand les billets allaient sortir et tout. Et là, je sors, le billet sort.
l'événement, 840 € la place standard. J'étais en mode, alors même si je pourrais, c'est non. Et en fait, par la suite, Binance qui font une très bonne communication, je ne suis pas en partenariat avec eux, mais qui font une très bonne communication sur les réseaux, euh, ils ont fait des concours en fait. Ils avaient fait un concours où du coup, pour 10 personnes, pouvaient gagner une place pour la Binance Blockchain Week. Sauf que la place Binance Blockchain Week, c'était bien, mais ce qu'il y avait en plus, et que tous les gens qui avaient à l'événement ne pouvaient pas faire, c'était rencontrer CZ pendant 20-30 minutes de son temps privé et pouvoir lui poser des questions. Et donc ça, j'ai vraiment sauté de joie quand j'ai eu la nouvelle, quoi. J'ai eu le message de Binance, j'ai fait: «Oh putain, c'est, qu'est-ce qui m'arrive là?» Et du coup, quand j'y suis allé, du coup, je suis allé à Paris en train, et cetera. Le matin, j'ai vu d'ailleurs des youtubeurs. C'était intéressant aussi de voir ce que tu peux voir d'eux sur internet, ce que tu vois IRL. J'ai vu Julien Roman, d'autres youtubeurs, et cetera. Ils sont très intéressants, très humbles, et tu peux leur parler, discuter, ils sont super ouverts. Et quand j'avais vu les stands, notamment Stephen, où je t'ai rencontré, du coup, en allant à la Binance Blockchain Week, j'ai vraiment pu vraiment, comment dire, discuter sur tous ces sujets-là avec des gens très intéressants, pouvoir vraiment. Ça vaut mieux au final que sur internet en fait. Si je récapitule simplement, ça vaut mieux que discuter sur Twitter ou Instagram. Donc ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, alors du coup, on avait la rencontre, accompagnée par les Binance Angels. Alors les Binance Angels, c'est des genres de communicants Binance, où tout le monde peut candidater pour ensuite gérer les événements Binance, etc. Ils étaient très sympas, d'ailleurs, je leur remercie. Du coup, on s'est rejoint l'après-midi vers 16h. On est ensuite entré dans un couloir privé, dans une salle, où Cizel nous attendait. Euh, Super humble, très calme, très euh, déstressant. Moi j'étais pas stressé, il y en avait, ils tremblaient d'aller le voir. Et, et c'était vraiment super intéressant parce que bon, tout le monde a posé leurs questions. Il y en a, ils ont posé des questions. Que pensez-vous de mes chaussures? Ou il y en a un, il a posé ça, mais après c'était pour des vidéos YouTube. Il y en a Tu d'autres étais le plus jeune de l'assemblée. de l'assemblée et de l'événement même, je crois. Donc, Donc c'est pour ça que je pense j'ai pu poser cette question-là, du coup que tu pourras partager. Cette question-là de vraiment la vision de Binance dans leur éducation, parce qu'ils ont Binance Academy qui est super utile, dans cette éducation et cette utilisation de la crypto-monnaie chez les jeunes de moins de 20 ans, qui pour moi, l'avenir de la crypto-monnaie que tout le monde ne pense pas forcément, mais qui est pour moi euh, quand on voit par exemple avec TikTok, TikTok a explosé dès que les moins de 20 ans, 16, 17 ans l'ont utilisé. Ils peuvent l'utiliser pendant des heures, pendant des nuits, etc. Tout ce qui a explosé, c'est dès que par exemple les jeunes s'y sont intéressés en fait. Et pour que la crypto-monnaie explose, il faut que les jeunes soient éduqués à ça et qu'ils s'y intéressent. Donc je lui ai posé la question et lui, en fait, Sisi, il a vraiment une vision qui est pragmatique des choses et qui est on voit aujourd'hui, on a une vision à long terme, mais d'abord, on règle les problèmes. Leur problème à eux, c'est d'abord une éducation. Les moins de 20 ans, ça viendra après, mais d'abord une éducation efficace et bonne des personnes qui sont dans la crypto-monnaie déjà. Déjà une bonne éducation de cela. Et comme je le dis, le maître mot de tous ceux qui étaient là-bas, c'était l'éducation, l'éducation, l'éducation. Donc après, il a parlé du coup des jeux vidéo. Il a dit que les jeux vidéo seront une bonne solution pour sensibiliser les jeunes. Les réseaux, que ce soit Snapchat, etc., le développement de tokens. Bah, en parlant de TikTok, TikTok, ils ont déjà leurs tokens, ils ont des genres de coins pour acheter des stickers, etc. Donc voilà, ça aura lieu sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, et tout ça passera par l'éducation, que ce soit scolaire. Peut-être que des intervenants viendront comme à l'époque d'Internet dans les cours de classe pour éduquer les gens à cette technologie-là, qui seront dans le monde de demain. Donc voilà. Après, il y avait d'autres personnes, ils posaient aussi leurs questions. Il y en avait qui parlaient, si je me souviens bien. Il y en a qui ont demandé si la crypto-monnaie allait remonter, qu'est-ce qui se passerait avec Binance s'il y avait une chute du Bitcoin à zéro, une, une Un destruction, effondrement total. voilà, l'effondrement total, une crise économique majeure. Et ils envisagent des choses, voilà, ils visent des pistes. Mais ce qui m'a impressionné, c'est avant tout les réponses pragmatiques, claires, efficaces qu'a pu donner CZ, donc dans la vidéo que tu pourras partager. Et qu'il faut vraiment avoir une vision simple aussi de la crypto-monnaie. Il faut avoir une vision complète, mais à la fois aussi simple, qui soit
global, que ce soit sur le monde de demain. La crypto-monnaie, c'est pas que la crypto-monnaie, c'est le monde de demain que ça concerne. Et le monde de demain aura besoin de la crypto-monnaie. C'est dur à faire entendre. Moi, je donne ma petite anecdote personnelle. Quand je me promène dans les rues de mon centre-ville, bon, les gens, certains que je connaisse, disent: «Ah ouais, il faut que je m'intéresse peut-être à tes vidéos, tout ça.» Ouais, Ah voilà, bon, mais là, j'ai entendu que le Bitcoin était à 19 000. Enfin, non, ils m'ont pas dit 19 000, ils m'ont dit, ils ont entendu que ça se cassait la gueule, ça valait plus rien. Bon, il me suffit de 30 secondes un petit peu pour donner quelques concepts un petit peu clés. Ils disent: «Ouais, il va falloir peut-être que je m'y intéresse, etc., etc.» Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les gens qui sont en dehors de notre univers d'arriver à leur faire comprendre les grands principes qu'on est en train d'évoquer depuis bientôt 1 heure. Mais voilà, c'est le temps qui va faire ça. Et puis, l'échelle temps, surtout, on n'est pas dans l'immédiateté. Je crois qu'il va falloir quand même quelques années pour que ça se démocratise. Moi, j'ai connu l'arrivée d'Internet, puisque j'ai le double de ton âge, un peu plus même. Mais bon, voilà, il y a eu des générations, et là, on arrive vers ça. Mais en tout cas, Esteban, je trouve que tu es un personnage tout particulier, parce que je te dis, moi, j'ai 2 filles qui sont bon, plus dans le sport que dans l'informatique. Pour autant, elles sont très smartphone et tous les réseaux sociaux. Mais je les interroge régulièrement pour voir un petit peu dans leur environnement si la jeunesse connaît ça. Et j'ai pas encore le sentiment qu'il y a beaucoup de moins de 20 ans qui soient acculturés à tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que ton profil, il me paraît encore assez rare. Bah après, comme tu le dis, il y a et c'est vrai, j'en parle à des amis, ils me disent: «Oui, il faudrait que je m'y intéresse, c'est vrai que c'est bien» et cetera. Il y a cet aspect financier qui va aussi se détacher. On devait parler de la régulation et c'est vraiment un sujet, la crypto-monnaie, la blockchain, qui mériterait, des heures, des jours. Parce que tellement c'est complet, tellement c'est l'enjeu du monde qui nous attend. Et effectivement, en fait, c'est oui, je m'y intéresserai, mais à la fois, je pense que c'est vraiment cet aspect financier, en fait, qu'il faut qu'il se détache de la crypto-monnaie, qui soit plus l'aspect utilitaire qui soit montré aux gens et qui sera aussi grâce à la régulation, malgré, il y aura toujours de l'argent à se faire, hein, pour ceux qui veulent se faire de l'argent, mais plus dans l'investissement des entreprises, la création d'entreprises, plutôt que dans l'investissement, j'achète du Bitcoin. Et, et donc oui, en fait, et cette éducation. Après, dans cette vision à long terme chez les jeunes, il y aura une éducation, je pense, chez les plus de 20 ans, à cette crypto-monnaie, ceux qui avaient 16 ans, 17 ans, qui auront 20 ans plus tard. Mais après, il y aura aussi une utilisation de tous les jours sans forcément savoir comment ça marche. Tu vois. Ce qui est important à définir, c'est la vision de qu'est-ce que c'est. Pas avoir un aspect négatif, pas avoir un aspect c'est se faire de l'argent rapide et basta, c'est pour les dealers, pour les terroristes, tous les trucs qu'on entend. Dissocier cette vision, avoir une vision beaucoup plus utilitaire, beaucoup plus utile, quelque chose de très concret, et à la fois l'utiliser tous les jours. Que ce soit donc, par exemple, tes filles qui sont dans le sport, demain sur les réseaux sociaux, elles utiliseront des crypto-monnaies peut-être ou des NFT pour se faire une photo de profil, peut-être pour aller faire du sport avec Stephen, pour, donc voilà, en fait, toute cette utilisation sans le savoir d'un écosystème qui est la blockchain. Et le dernier point que je voudrais appuyer, quand on parlait par exemple de Stephen, qui est une application Move to Earn, quand on parle de cette application, il y a également Deezer qui était là à la Binance Blockchain Week, qui veulent être dans la blockchain. Je pense que tout ça se regroupera au cours d'un écosystème, comme l'écosystème Apple finalement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, il y aura, mais ce qui sera le plus utilisé, ce ne sera pas une application pour le Move to Earn, une application pour communiquer, une application pour ça en fait. Tout sera regroupé en même chose en fait. Comme sur le téléphone Apple, tu peux avoir santé, message, appel, photo, etc. En Musique. fait, voilà, musique, etc. Un ensemble de choses qui ne fassent qu'un. Et en même temps, ça rassurera les gens aussi. C'est-à-dire que s'il y a un lien entre leurs plateformes, entre tout ça, ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile, beaucoup plus facile pour les utilisateurs qu'aujourd'hui, par exemple, toi, tu as envie d'avoir un chapeau pour ta photo de profil NFT, t'as pas besoin d'avoir une autre appli pour ça, t'as pas besoin d'avoir une autre appli pour gérer ton sport, pour aller courir avec ta chaussure NFT qui va te rémunérer, que tout ça soit lié et que ce monde de demain, qui est pour moi le sens de ce qui nous attend, soit tourné sur une blockchain, un écosystème global qui tourne autour du Bitcoin, d'Ethereum ou qui sait d'une autre crypto qui arrivera. Mais écoute, c'est la transition parfaite vers la question de conclusion un petit peu que je voulais te poser.
On a beaucoup parlé digital et numérique, hein. C'était l'objet de Mm. cette émission, bien sûr, mais est-ce que quand même, je vois que tu as un piano, une guitare derrière toi, tu fais autre chose qui te détache des écrans quand même. Est-ce qu'un jeune de 16 ans, encore passionné par les technologies, trouve de l'intérêt à aller faire autre chose en dehors de toutes ces technos? Rassure-en certains. Alors, pour rassurer tout le monde, je suis pas du tout le profil full techno, full informatique et tout. Je m'intéresse beaucoup à l'informatique parce que j'aime ça, etc. Mais il faut savoir que moi, dans mes études, je me vois pas faire une étude d'ingénieur forcément dans la blockchain, etc. C'est pour ça que pour rassurer tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire en fait de ce que vous faites dans la vie, qui est plus une compréhension du monde de demain que vraiment une spécialisation dans ce métier, etc. C'est bénéfique pour tout le monde. Ce que je dis à des amis, etc., c'est que vraiment, s'intéresser à la crypto-monnaie et à la blockchain, c'est en fait s'intéresser au monde de demain, c'est bénéfique pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Vraiment, même si demain tu veux travailler dans la mode, tu veux travailler dans le design, tu veux travailler dans le sport, etc. Et moi, personnellement, je fais du basket, je fais de la boxe, je fais du piano, de la guitare, je fais du cinéma, etc. Et j'ai connu la crypto-monnaie et la blockchain comme quelque chose de complémentaire plutôt que quelque chose de remplacé, en fait. Ma mère, qui a 48 ans, qui comprend rien à la technologie, qui me demande de l'aide pour brancher un truc sur la box, etc., s'intéresse à la crypto-monnaie parce qu'elle s'intéresse à cette compréhension du monde de demain. Voilà, pour moi, c'est la clé. Et que s'intéresser à la crypto, ça n'empêche pas de faire du piano, de faire de la guitare, de faire du sport, etc. Et que ça va au contraire nous aider peut-être demain sur Instagram, tu as ton NFT, demain ta musique, tu veux l'upload sur SoundCloud, et pour avoir des droits d'auteur, pour vraiment poser cette propriété intellectuelle, bah, tu peux utiliser la technologie de la blockchain. Pour demain, tu veux faire du sport, pour te rémunérer, pour te motiver, etc. Tu peux avoir un NFT qui te rapporte de l'argent comme Stephen. Que demain, tu sois quel autre domaine. Non, mais on peut parler de tout. Il y a un truc, tu vois, ça m'a Voilà, fait il y a penser, tous celui les qui est dans la domaines, ça touche logistique, à tous les domaines. la traçabilité des produits, etc. Effectivement, Traçabilité, tout. etc. Même logistique pour les entreprises, il y avait Chain et tout. C'est vraiment, ça touche à tout, c'est complémentaire, c'est le futur. Bon, eh bien, écoute, t'as plus qu'à ouvrir ta chaîne YouTube et de partager tes connaissances. T'as jamais Ouais. songé un petit peu à produire du contenu? Alors, j'ai songé, j'ai quelques petites idées que je note des fois par-ci par-là, de projets, que ce soit dans le NFT, que c'est pas la création de gamme d'NFT, mais plutôt Hmm. d'utilité dans NFT. Par exemple, un projet que j'aimerais monter de Forge Token, c'est-à-dire la possibilité à tout le monde d'utiliser cette technologie NFT rapidement. C'est-à-dire que demain, tu fais un dessin, tu as envie de le vendre, et ben ça te le met en NFT sans forcément avoir besoin de plateforme, de cette centralisation, sans forcément avoir besoin comment ça s'appelle, de capacité à s'y connaître en technologie, etc. Donc après, voilà, il y a quelques idées par-ci par-là. Et donc moi, la chaîne YouTube, alors j'y réfléchirai, mais après, il y a des gens sur YouTube qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi au niveau technologique. Mais je pense qu'il me reste du temps, que j'ai besoin avec le temps, c'est la meilleure expérience, le temps, vraiment subir des Hmm. crises comme en ce moment, comme avant, voir les baisses, c'est vraiment la meilleure chose pour apprendre. Et moi, tout ce temps-là qui reste, apprendre, créer des projets aussi. Et donc, je pense que je serai toujours ouvert, bien sûr, à faire des lives avec toi, avec quelqu'un d'autre, à créer des projets, parce que moi, c'est ce qui me motive, c'est vraiment pouvoir transmettre ma vision des choses, partager, créer quelque chose, servir à quelque chose. Donc voilà, à l'avenir, aller à Bypass Blockchain Week l'année prochaine ou autre chose. Alors, je te demande pas de donner ton 06 ni ton email, mais est-ce que tu souhaites partager ton compte Twitter, ton compte Instagram, s'il y a des gens qui veulent t'envoyer un petit message, si tu as envie, et si tu n'as pas envie, on a le droit de rien dire, il n'y a pas de souci, mais Ouais. est-ce que je dois afficher à un moment donné ton compte Instagram, quelque chose? Tu me dis, Bah, c'est toi qui. au pire, ce que je ferais, c'est que je me créerais un compte Instagram, du coup, qui sera destiné plutôt à l'aspect public, que mon Instagram Mhm. privé, que je te transmettrai et que tu pourras mettre dans la Mhm. description. Donc, si des gens veulent communiquer avec moi ou qu'on puisse discuter ensemble, créer des projets, faire des choses pour cet avenir, chez les jeunes, chez les adultes, chez les personnes âgées de demain, de la blockchain, bah, qui viennent me contacter pour des projets ou autres. Moi, en tout cas, je suis ouvert à apprendre sur tout ça. Bon, Et eh ben, c'était très écoute, intéressant d'avoir discuté avec toi, Jérôme, sur ce sujet. Et je vous encourage à aller voir sa chaîne qui est très intéressante, du coup, pour s'informer, pour différents sujets. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Esteban. Je t'ai donné aucun token pour dire ça, hein, soyons clairs. Ouais, Bon, eh bien, écoute, je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi. On va rester après, on va couper et puis on va rester ensemble quelques minutes. En tout cas, merci Esteban d'avoir merci à tous. répondu à tout ça. Et puis peut-être qu'on aura un épisode 2 quand l'histoire aura avancé et qu'on Quand aura le Bitcoin la suite. sera, quand le Bitcoin sera à 100 000, à 200 000, à 1 million. On ne sait pas, on verra. Allez, on prend rendez-vous. Merci beaucoup Esteban. N'oubliez pas de mettre un pouce à Merci cette Jérôme. vidéo si vous l'avez aimé, les petites questions qui vont bien en commentaire. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Salut.